bonjour à tous, merci d'être là et puis merci aux organisateurs de m'avoir invité et m'avoir donné l'opportunité de présenter mes travaux devant la communauté R que je vois, que j'apprécie de voir toujours aussi active. Bon, ça fait bizarre de passer derrière le bureau. Mais bon, c'est l'occasion de vous montrer, de présenter un peu ce qu'on peut faire donc au sein de l'Ifremer pour avec R autour de la modélisation des données océano-météo. Donc voilà, je vais vous présenter ce qu'on fait. Oh, désolé, je mets mon chrono, histoire de ne pas oublier cette fois-ci. Donc je commence par une petite présentation de l'Ifremer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'Ifremer, on est un EPIC, donc un institut de recherche. Ouais, bon, c'est pas ma faute. J'ai rien fait, promis. Donc l'Ifremer, on a un institut de recherche français, donc qui a pour la particularité d'étudier vraiment tous les océans, des grands fonds jusqu'au littoral, et d'opérer la flotte océanographique française et les sous-marins habités, les engins téléopérés, qui vont permettre d'aller explorer les grands fonds marins et qui constituent un peu une spécificité de l'Institut. Et donc plus précisément, les missions de l'Ifremer sont assez diverses puisque ça consiste à étudier à la fois les aspects plutôt biologiques, les comportements plutôt biologiques de l'océan, mais aussi les ressources physiques, donc la compréhension de l'océan en tant que système et l'interaction entre l'océan et le climat. Et également explorer l'océan profond, comme je disais, et tout ce qui va être gérer la flotte marine. Et c'est plutôt dans la deuxième thématique que ma présentation va se concentrer. Donc au sein de l'Ifremer, moi je suis dans un laboratoire qui s'appelle le LIMAR, le laboratoire d'hydrodynamique marine. Donc c'est pas du tout un laboratoire de maths ni de stats, mais l'idée c'est de mettre ensemble des compétences qui sont assez diverses pour étudier le comportement des structures en mer. Donc à la fois modéliser leur comportement et modéliser l'environnement dans lequel elles se situent. Donc ce qui va être plutôt ma partie à moi de comprendre l'environnement marin dans lequel les structures évoluent. Et la particularité du laboratoire dans lequel j'évolue, c'est d'avoir 4 moyens d'essai dédiés. Donc on a ici des petites photos de synthèse. J'ai pris ça, on a fait les 40 ans de l'Ifremer cette année et des portes ouvertes. Donc il y a pas mal de gens qui ont pu voir ça à Brest, c'est assez unique. On a un laboratoire dans lequel on fait des vagues et du courant en bas à gauche, là qui est situé à Boulogne-sur-Mer. Un gros bassin d'essai qui est au milieu là, donc une espèce de grande piscine à vagues dans laquelle on met des structures flottantes ou immergées, et un canal à houles qui permet de faire de simuler des houles en eau peu profonde, et également un site d'essai en mer à petite échelle qui est marqué en bas à droite ici. Vous voyez qu'on a installé une éolienne flottante, donc qui représente en ce moment notre autre grosse activité, les EMR. Donc je vais du plus général au plus particulier. Moi, je travaille vraiment particulièrement sur l'océanographie physique et la météorologie, donc ce qu'on appelle l'océanométéo en cours dans le milieu. Donc, qui va consister à modéliser vraiment l'environnement dans lequel les structures sont incluses pour deux aspects principaux: la modélisation des événements extrêmes, donc le dimensionnement des structures, qui va impacter le dimensionnement des structures, et les applications en estimation de l'énergie qui peut être produite par les systèmes, donc si on parle d'énergie marine renouvelable. Donc moi je suis à l'Ifremer depuis 2016 et j'utilise R depuis 2014, donc ça va faire ce qui fait maintenant 10 ans. J'ai switché en 2014 de MATLAB à R. Et mes collègues sont restés en MATLAB et je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, mon plan de la présentation, je vais essayer d'aller de partir en bas à gauche là, donc d'un peu l'expérience qu'on est en mer. J'espère qu'on n'aura pas cette expérience-là ce soir, mais voilà, donc c'est vraiment les vagues individuelles, donc qui concernent de l'ordre de la seconde à la minute et l'échelle de quelques mètres. Pour parler plus général, les états de mer. Donc là, on va quitter les vagues individuelles pour aller à la répartition de l'énergie et aller évidemment plus loin vers les climats de vagues et l'aspect plus climatique. Donc typiquement, quand on met un objet en mer,
pour aller mesurer l'élévation, pour aller mesurer les vagues, on obtient des séries temporelles comme celle que je montre ici. Donc cette série est assez particulière parce que c'est une des premières séries en fait où on a vraiment observé de manière assez précise ce que les marins ont toujours appelé les vagues scélérates. Donc c'est l'espèce de petit pic qu'on voit au milieu là. J'ai un pointeur. Donc voilà, c'était une des premières mesures de ces vagues. Donc là, on a un état de mer avec des vagues autour de, au max, 5 mètres. Et d'un coup, on a eu une vague très importante. Et donc c'était une des premières mesures en fait de ce phénomène un peu particulier. Donc ça, c'est vraiment juste de la mesure. Donc à la station, à la plateforme en mer du Nord. Une autre image que j'aime bien, c'est une image qui a été prise par Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'île de Ouessant, au large de Brest. Donc c'est orienté là nord-sud, hein, c'est ouest. Et on voit sur cette photo, bon, on voit pas mal de choses. Je ne vais pas revenir en détail sur tous les phénomènes qu'on peut voir ici, mais il y a vraiment tous les phénomènes qui vont rentrer en compte dans la génération, la propagation des vagues. Donc on a des phénomènes de diffraction, des phénomènes de réfraction. On peut voir les houles qui sont ici diffractées par les hauts fonds. Bref, ici aussi, on voit des ondes circulaires qui sont liées à la diffraction sur les hauts fonds. Donc on voit pas mal de choses. Et donc tout ça pour dire que l'environnement marin et les vagues sont un phénomène évidemment spatial jusqu'à la petite échelle. Et c'est ces phénomènes-là qu'on cherche à comprendre et à modéliser d'un point de vue physique pour mes collègues physiciens et plutôt statistique pour ma part. Donc, comment on peut modéliser ce phénomène-là? En fait, si on simplifie le problème physique et on considère que la surface libre, que l'eau est un fluide qui est irrotationnel, qui est incompressible, on arrive à trouver des équations relativement simples qui résolvent en fait le problème de conservation de la masse. Et on arrive à ce qu'on appelle la houle de Airy, donc vraiment le modèle le plus simple de houle, où en fait on a juste un phénomène qui va dépendre ici qui est un cosinus, qui en gros se déplace dans le temps. Et dans l'espace, ici j'ai mis une dépendance que en temps, histoire de déjà simplifier le phénomène. Et on a des fréquences oméga i qui sont dépendants, enfin qui évoluent dans le temps et dans l'espace avec une certaine relation de dispersion que je ne mets pas ici, parce que on ne va pas s'intéresser à ce phénomène-là. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, notre phénomène nos vagues que j'ai représenté au début, on peut les représenter ici comme une somme de cosinus avec des certaines amplitudes, de certaines phases. Vous reconnaissez la définition la définition, ou tout du moins une illustration de la transformée de Fourier, de la projection sur des bases de cosinus. Et on peut noter, je note grand X ici, donc c'est la transformée de Fourier du processus. Et je note SX ici, donc la valeur absolue de la transformée de Fourier, qu'on va appeler le spectre, ou densité spectrale de puissance du processus. Donc peut-être une façon de plus facile de le voir dans la communauté, c'est de voir que le spectre ici, c'est une transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation du processus. Donc on regarde la transformée de Fourier de l'autocorrélation et on retombe sur la densité spectrale de puissance. Donc c'est deux façons similaires de le voir. On travaille sur la densité spectrale de puissance puisque on a des choses qui sont représentées de manière théorique par des cosinus et des sinus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Puisque je montrais sur la photo de Thomas Pesquet qu'on a donc un phénomène qui varie spatialement et qui, on imagine ça des ondes qui se propagent, donc ça varie dans le temps. Donc on a un phénomène qui n'est pas forcément stationnaire. Donc pour se ramener à un phénomène stationnaire, on découpe généralement ensuite des états de mer qui, eux, vont être considérés comme stationnaires. Typiquement ici, j'ai fait des petites boîtes d'1 heure sur laquelle on va calculer un spectre, ou la densité spectrale de puissance. Et ce spectre, en fait, c'est sur ce spectre qu'on va considérer qu'on a des modifications liées au vent. Donc le vent va créer des vagues, parce que le vent frotte sur la surface, crée des petites vagues qui se cumulent. Donc le vent, c'est le vent qui crée des vagues. Il y a aussi la propagation.
donc les vagues se propagent au cours du temps. La bathymétrie va changer la façon dont les vagues se propagent, en termes de direction, en termes de fréquence, en termes de vitesse. Il y a des phénomènes de réflexion, de réfraction, il y a pas mal de phénomènes physiques qui font que le spectre va évoluer. Et en fait, si on étudie vraiment ces séries temporelles de spectres, le spectre il varie plutôt lentement en temps et en espace. Du coup, c'est vraiment cette observation qui est à la base des modèles numériques qu'on peut utiliser dans le domaine, donc des modèles numériques qui sont peut-être les premiers exemples de modèles un peu data-driven, puisque il n'y a pas de théorie physique derrière qui va dire comment le spectre varie. Mais par contre, les équations d'évolution du spectre sont issues des observations, donc les phénomènes de diffraction, de réfraction sont paramétrés par des observations. Donc on a une équation différentielle qu'on cherche à résoudre dans des modèles numériques. Et dans toute la suite de l'exposé, je vais parler de quantités un peu synthétiques. Donc évidemment, quand on a des observations au long terme, si on va avoir plusieurs années d'observation, on va pas regarder ici les séries temporelles à l'échelle, je crois que je suis à 10 Hz ici. Donc on pourrait pas avoir des séries temporelles à 10 Hz. Donc nous, on conserve juste des paramètres synthétiques de l'état de mer. Donc ici, on va résumer ce spectre ici à quelques paramètres. Le paramètre le plus fréquent et celui sur lequel je vais beaucoup me reposer, c'est la hauteur significative des vagues. Donc il va nous donner en gros une mesure de l'énergie ou une mesure historiquement, c'était la moyenne du tiers des vagues les plus hautes. Donc c'est le moment d'ordre zéro du spectre, c'est une mesure en gros de l'énergie qu'il y a dans l'état de mer. Et les deux paramètres, donc on va parler de période pic, donc c'est la période ici à laquelle le spectre est maximal, et une période moyenne qui va être la période à laquelle l'énergie se propage. Et on peut aussi regarder les directions, c'est savoir d'où viennent les vagues. D'où viennent les vagues qui correspondent au pic, ou alors d'où viennent les vagues en moyenne. Donc ce qui nous amène ces paramètres-là à regarder la variabilité qu'on appelle variabilité long terme. Même si j'aime pas trop ce terme parce qu'on n'est pas sur vraiment du long terme, on est sur l'échelle de quelques heures à quelques mois, voire quelques années. Mais on n'est pas sur le long terme au sens du climat. Et je vais vous montrer les résultats d'un projet qui s'appelle le projet Resource Code, qui s'est terminé il y a quelques années. Je ne repasse pas sur les détails d'ici, mais l'idée c'est qu'on a généré une grosse base de données qui représente 50 téras de données et qui est stockée dans les fichiers NetCDF qui font environ 13 gigas chacun. Donc c'est pas très facile à manipuler. Donc ce qu'on a fait, c'est on a développé un package R, j'y arrive enfin, qui va permettre d'accéder aux données. Donc grâce à une base de données haute disponibilité qui s'appelle Apache Cassandra, donc qui permet de donner accès aux données. Et ce qu'on a fait, c'est que dans le package R, on a mis des fonctions qui permettent d'aller taper dans cette API. Avec en plus quelques fonctions qui permettent d'aider à accéder aux données et de pouvoir les visualiser. Donc c'était la première fois que je faisais vraiment un package complet, et c'est vrai que entre package down, les GitHub Actions, etc., c'est vraiment, je trouvais ça super facile. Voilà, c'était une super expérience. Donc un petit exemple ici, on a une grosse base de données. L'idée, on a une fonction qui permet d'aller trouver quand on donne un point, les coordonnées ici. On a une fonction qui permet de trouver le point le plus proche et d'aller récupérer les paramètres d'état de mer en ce point-là sur un certain nombre de paramètres qu'on veut. Et ces paramètres sont récupérés de manière directe en ligne sur la base de données Cassandra. Donc, ça permet d'extraire en fait assez rapidement des séries temporelles au point qu'on veut. Et on obtient ici donc un data frame avec les paramètres qu'on a demandé. On peut évidemment, je n'ai pas montré ici, mais aller chercher une période temporelle spécifique. On a des données de 1994 à 2022 et on peut extraire ces données. Donc, j'ai fait un petit exemple ici. On a vu hier après-midi une représentation du HS en fonction du vent. Avec des régressions quantiles, j'ai extrait les mêmes données ici, donc le HS et le vent. Donc nous, dans le modèle, on a les composantes nord-sud et on peut recalculer la vitesse du vent, donc c'est la norme du vecteur. Et on retrouve cette évolution du HS qu'on voyait hier en fonction du vent.
Donc je ne sais pas où on sera ce soir, mais j'espère qu'on aura des conditions relativement calmes. On n'a pas de modèle de prévision avec ce modèle-là. Donc une petite illustration de la carte couverte par les données. Donc on va du sud de l'Espagne au nord ici des îles, et on a une grille triangulaire sur la donnée. Et on a une fonction qui permet d'aller d'aller afficher ici les variables qu'on veut. Donc ici j'affiche la bathymétrie qu'il y a dans les données, avec une transformation racine, histoire de pouvoir y voir quelque chose, parce qu'on a quand même des fonds qui tombent assez vite. Et à terme, ce que je voudrais rajouter, c'est en fait on a calculé plein de stats synthétiques sur ces données-là, et puis on aimerait pouvoir les partager, sachant que ça représente un gros volume de données, donc on ne va pas faire un package R de 30 gigas, donc il faut qu'on trouve une solution. J'ai fait ici un petit zoom sur la pointe bretonne, enfin sur la pointe finistérienne même précisément, pour montrer un peu les types de problèmes qu'on peut avoir, qui pour le coup sont pas forcément très simples à gérer en R. Donc afficher une grille triangulaire avec R, ça n'a pas été très facile, et j'ai pas trouvé de façon de le faire comme il peut y avoir dans MATLAB ou Python, faire une interpolation en fait linéaire sur les triangles ici. Donc on voit qu'on a quand même un plot un peu discrétisé, qu'on voit pas quand on est sur la grande échelle, mais quand on zoome, on le voit. Mais bon, on affiche quand même notre grille triangulaire à relativement haute résolution. Donc des exemples de cartes qu'on peut calculer à partir de ce modèle-là. Donc à gauche, la hauteur moyenne des vagues. À droite, la hauteur max sur toute la période. Donc ça permet de faire des jolies choses, de voir des phénomènes physiques intéressants. Ici, on voit le plateau continental ici, on voit l'effet donc au milieu de la Manche, on voit des effets spécifiques. Et voilà. Donc on a pas mal de choses physiques à dire, et aussi une évaluation de la ressource pour les développeurs de MR, par exemple, estimer l'énergie des vagues. Des exemples ici de séries temporelles qu'on peut extraire du point. Et donc ici une autre quantité qui est le spectre directionnel. Donc c'est pour un instant donné comment le spectre, comment l'énergie des vagues se répartit en fréquences. Donc ça je l'avais montré. Et on peut faire la même chose en direction. Donc on a une espèce de matrice qui fait 36 par 36 et qu'on peut représenter de cette façon-là pour avoir une idée d'où viennent les vagues. Donc ici on a un point où on a un système qui vient de l'ouest, avec une certaine fréquence, et un pas de temps suivant, donc ça c'est 3 heures après, on voit que le vent a dû commencer à souffler, puis c'est parce qu'on a soufflé du sud, parce qu'on a ici un système qui commence à se créer, avec un étalement directionnel plus important, ce qui va correspondre à du vent qui s'est levé. Donc ça c'est des phénomènes qu'on peut voir dans les données, et on a développé les codes pour les représenter. Je passe rapidement sur qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à partir de ces données-là que juste les représenter. Donc c'est ce qu'on va appeler l'émulation statistique. Donc je disais précédemment, on a un gros modèle numérique qui est compliqué, qui a tourné pendant 2 millions d'heures, CPU, mais on aimerait pouvoir avoir une représentation un peu plus rapide des phénomènes qu'il y a là-dedans. Le problème qu'on rencontre, donc typiquement, ce sera un problème de régression. On a un double problème, c'est que les vagues sont générées localement. Donc je disais avant, le vent local va créer des vagues, mais on a aussi des vagues qui viennent du loin parce que les vagues se propagent. Donc avec le vent qui a soufflé à un autre endroit à un moment précédent, puis les vagues elles se propagent. Donc si on veut inclure ça, il faut beaucoup de variables en temps et en espace. Donc il y a 2 approches qu'on a pu développer. Donc ici j'ai mis des exemples de packages qu'on a utilisés pour mettre en place ces modèles-là. Donc la première c'est une régression type Ridge, donc régression pénalisée, avec en plus on avait rajouté des types de temps cachés, donc une innovation sur ces modèles-là, pour reconstruire en fait des types de temps et reconstruire ici des hauteurs des vagues, des HS, à partir uniquement du vent lointain. Et on a pu le faire aussi grâce au package de Keras de R,
avec une approche uniquement deep learning en intégrant les données locales. Au prix, on a des résultats qui étaient comparables, donc on était en termes de qualité, on était content, mais par contre on a un modèle qui est facile à mettre en place, qui est rapide, mais qui est évidemment pas ou difficilement interprétable. Et donc voilà pour la partie plus ressources en fait, on a ce package qui permet d'aller récupérer des séries temporelles. Et je voulais montrer d'autres exemples de réalisation, donc pas avec des packages que j'ai développés, mais des packages qu'on utilise pour l'aspect plutôt dimensionnement des structures. Donc j'y passe plus de temps parce que c'est un peu le cœur de mon activité. Et pourquoi c'est le cœur de notre activité? Parce que c'est déjà intéressant, là c'est à des extrêmes, mais c'est aussi assez compliqué. La question principale peut-être, c'est que la structure, elle doit être conçue pour tenir à minima 50 ans. Quand on installe une éolienne, on a envie qu'elle dure. Sachant qu'on n'a jamais ou rarement 50 ans d'observation. Et quand bien même on aurait 50 ans d'observation, il faut quand même calibrer la structure pour des phénomènes qu'on n'a pas observés. Donc les cas de chargement qui nous intéressent, c'est le cas de chargement ultime. Donc c'est celui on recherche l'état qui va casser la structure et on va chercher à résister à ce cas-là. Généralement, on cherche une probabilité annuelle de ruine qui soit inférieure à 1%. On prend 1%, donc c'est la même chose qu'un niveau de retour. Hein. On cherche à ce que la contrainte max sur la structure ici, que la probabilité de dépasser cette contrainte maximale soit égale à 1%. Et en fait, c'est une probabilité annuelle qui peut paraître assez faible, puisque on regarde à chaque fois le quantile à 99,9, mais il faut savoir que ça, c'est chaque année. Donc si on prend ce quantile-là chaque année, sur 50 ans de durée de vie, en fait, la probabilité de casser la structure est de 40%. Donc ça paraît chaque année. Donc si on a des observations d'un an, ça paraît assez loin parce qu'on regarde chaque année le quantile à 99,9, mais cumulé sur la durée de vie de la structure, en fait c'est pas si faible que ça et c'est vraiment des quantiles d'ordre raisonnable pour une durée de vie de structure. Et donc généralement on n'a pas accès à la réponse de la structure parce que les structures déjà elles sont pas construites et en plus si on met ça dans des modèles numériques c'est un peu on n'a pas forcément le modèle numérique précis. Donc on a un proxy et je prends ici la hauteur significative des vagues puisque c'est vraiment les vagues qui viennent taper la structure. Donc j'ai fait un petit rappel ici en un slide de la théorie des valeurs extrêmes. Alors c'est un peu court, vous me pardonnerez. J'ai essayé de faire un analogue avec le théorème central limite. En fait, si on regarde la loi du max, donc on est habitué à regarder la loi des sommes et les moyennes. En fait, si on regarde la loi des max, on a un résultat qui est vraiment comparable au théorème central limite. Le max, correctement normalisé, converge vers une loi qu'on va appeler la loi GEV. Et correctement normalisé, ça veut dire quoi? On a un paramètre ici AN, donc un paramètre de position, qui va être équivalent à l'espérance de x dans le théorème central limite. C'est vraiment la même chose. Bn, c'est un paramètre d'échelle, donc c'est l'équivalent à l'écart type divisé par racine de n dans le théorème central limite. Et on a un paramètre en plus, donc pas d'équivalent dans le théorème central limite, qui va être un paramètre de forme et qui va impacter ici la loi limite, qui va changer la loi limite, qu'on appelle la loi extrême généralisée. Elle ressemble à quoi cette loi? Cette loi elle est intéressante, elle a trois comportements vraiment différents. Il y a un cas où xi est positif, donc on a un support qui est borné à gauche mais pas borné à droite, donc c'est les queues lourdes. Xi négatif, ça va correspondre au cas V-bulle, donc de maxima qui est borné supérieurement, donc c'est le cas ici. Et xi 0, c'est le cas intermédiaire, donc on a des queues légères. Et toute la question, c'est de réussir à estimer ce paramètre-là de manière à peu près sensée pour, à partir des données, pouvoir extrapoler au-delà de ce qu'on a observé. Pour calculer des niveaux de retour, donc ici, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le niveau de retour à 1 sur P. Donc nous, on prend le niveau de retour à 100 ans, qui correspond au quantile à 99%. Et on a plein de super packages R qui permettent de faire ça. J'ai utilisé ici le package Extremes, donc qui permet de faire l'ajustement par différentes méthodes, mais je montrerai ici par maximum de vraisemblance. Donc sur les 27 observations qu'on a, les 27 observations des maxima annuels issus de nos données ressource code. Donc j'ai pris un point particulier, puis je trace ici les quantiles, mon modèle ajusté, et
l'ajustement de ma loi à ces données-là. Et donc à partir de cet ajustement, donc ici la courbe noire donne la courbe des quantiles du modèle, pardon, qu'on retrouve ici sous une autre vision de la période de retour associée à une valeur donnée ou du niveau de retour pour une certaine période de retour. Donc on retrouve ici pour 100 ans notre estimation du niveau de retour. Et ce qu'on peut voir là, c'est que on a quand même peu de données, on a 23 ans de données, un modèle à 3 paramètres, on cherche à extrapoler au-delà du support, donc on a des intervalles de confiance qui sont vraiment énormes. Le deuxième problème qu'on peut rencontrer, c'est que évidemment on a des variances d'estimation qui sont importantes. Donc ici j'ai pris deux points très proches. On a vraiment 2 points très proches, les quantiles sont quasiment les mêmes, et puis on a quand même une grosse variance d'estimation. On peut voir ici que la droite, elle passe pas du tout de la même façon dans le nuage de points, et elle n'est pas du tout inclinée de la même façon. Donc ça change quoi? Ici, j'ai représenté des cartes. Donc en chaque point de la grille, donc j'ai discrétisé histoire d'avoir que ce soit un peu moins long à tourner. Puis j'ai fait juste un petit coin. Donc je montre l'estimation. Donc en chaque point de ma grille, j'ai un paramètre ici, donc le paramètre mu, le paramètre sigma et le paramètre xi. Et on s'attend à avoir quelque chose de relativement lisse en espace, parce que le HS est lisse en espace, mais c'est pas du tout ce qu'on observe. On a quelque chose qui est assez bruité. Et notamment sur le quantile à 99%, donc le niveau de retour à 100 ans, on a ici des valeurs de retour à plus de 30 mètres, ce qui est d'une part physiquement pas réaliste, et surtout pourquoi on aurait un HS à 30 mètres ici, et juste en dessous une valeur à 20 mètres. Voilà, on s'attend à ce que le HS soit beaucoup plus lisse en espace, en fait. Donc ça, c'est un problème qui est relativement connu. Hein. On a une grosse variance d'estimation puisqu'on n'a pas beaucoup de données. Et en plus, les estimateurs au maximum de vraisemblance, ils sont corrélés entre eux. C'est ce qu'on peut voir ici. En fait, ça se comprend assez bien. Il y a un compromis entre savoir si le phénomène il a une grosse variance, donc un sigma élevé, ou alors une queue lourde. C'est deux phénomènes qui sont difficiles à distinguer, en fait. Donc ici, on voit que sur cette zone-là, il a préféré avoir un xi relativement lourd, donc à 0,5, et du coup une variance assez faible. Ce qui nous amène quand on extrapole, à avoir des valeurs très, très importantes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce problème? Une des approches est de passer par des dépassements de seuil pour avoir plus de valeur. Et moi, j'ai préféré montrer ici la modélisation des max mensuels et du lissage spatial. Donc pourquoi je parle de max mensuel? Parce qu'en fait, ça permet de retrouver la loi des max annuels. Pour que le max annuel, la fonction de répartition du max annuel, si nos valeurs sont indépendantes, il suffit de faire le produit des fonctions de répartition. Et donc par contre, on a quelque chose qui est plus stationnaire en temps. Donc on peut faire des modèles gamme qui permettent d'incorporer des non-stationnarités dans le modèle, avec ici des spins de lissage. Et j'ai quelques figures avec 3 packages que j'utilise, donc MGCV, Gracia pour les plots et EEVGAM, qui sont des choses qui sont uniques. En fait, mes collègues qui travaillent en Python ou en MATLAB n'ont pas d'équivalent. Enfin, c'est vraiment avoir ces fonctions-là sur la GEV, c'est quelque chose qui n'existe qu'en R à ma connaissance. Donc ici, on projette sur des bases cycliques. Et on peut obtenir des trucs assez sympas. Donc là, c'est l'évolution des paramètres ici de position et paramètres d'échelle au cours du temps. Donc au cours du mois. Et donc on montre qu'on baisse beaucoup la variance d'estimation et qu'on a des valeurs relativement cohérentes avec des variances d'estimation beaucoup plus faibles. Et donc, si on regarde, je passe juste rapidement sur cette figure-là, on peut aussi regarder, on projette sur des bases de plus en plus compliquées, enfin raisonnablement, et on peut voir comment la saisonnalité varie au cours du temps, pour montrer comment on a une notion aussi de changement climatique qu'on voit déjà dans les données. Donc, si on regarde ici sur le quantile, toujours à 99 des max mensuels, on voit là que globalement les saisons se sont moins marquées. Entre la fin de la période et le début de la période, les saisons sont moins marquées. Et par contre, les hivers deviennent plus importants.
Donc il y a deux phénomènes qui rentrent en concurrence et qui font que, on peut voir ici, on a un exemple de diminution du niveau de retour à 100 ans. Donc je fais le produit à chaque fois de ces fonctions de répartition marginales. Et j'obtiens cette chose-là, j'ai rajouté cette fois-ci les intervalles de confiance associés. Donc voilà, je passe sur la partie spatiale parce que j'arrive au bout du temps. Donc si je reviens rapidement sur ce que j'ai montré, donc voilà, on a une variabilité court terme qui est importante pour le dimensionnement des structures, mais on n'y a pas accès directement quand on regarde les modèles numériques. C'est des choses qui ne sont pas dans les modèles. Donc on regarde, voilà, donc il y a toute une partie qui consiste à regarder comment la variabilité court terme est impactée par l'état de mer global. Et si on regarde la variabilité des états de mer, les modèles GAM sont une super approche pour à la fois réduire les incertitudes, augmenter les données, et aussi avoir une représentation un peu plus complexe de l'état de mer. Et ce que je n'ai pas montré, mais ce vers quoi on cherche à aller, c'est les extrêmes multivariés. Donc prendre en compte à la fois, par exemple, la direction des vagues, comment est la direction pour les états de mer sévères, et voir comment sont les spectres dans les états de mer extrêmes. Et j'ai commencé à montrer des travaux sur lesquels on s'est lancé, de regarder la variabilité climatique et donc les impacts du changement climatique sur les états de mer, sur la saisonnalité, et quel impact ça a sur l'énergie productible. Et donc, j'ai essayé de montrer par ces quelques exemples que R, c'est un super outil qu'on utilise au quotidien dans nos activités et qui est doté en plus d'une communauté qui est très active. Il y a plein de packages qui sortent et qui permettent d'utiliser ces modèles-là et que ce soit de plus en plus simple en fait de les utiliser. Donc voilà. Donc merci à toute la communauté. Donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne vois pas les mains levées. Oui. J'arrive. Je peux poser une question par rapport à la modélisation des valeurs extrêmes des maximums. Non, c'est faisable. Il y a des modèles d'extrêmes spatiaux qui existent, qui s'intéressent à modéliser la dépendance effectivement entre des extrêmes spatiaux pour, dans l'idée d'estimer une structure de dépendance entre les extrêmes. Il y a deux problèmes à ça, c'est que généralement, ça peut se voir ça un peu comme les mêmes problèmes que pour les copules. En fait, ce problème de dépendance-là, on oublie complètement la question de la loi marginale, de l'estimation de la loi marginale, un peu comme les copules. Donc on se ramène à la même marge et on regarde la dépendance. Donc ces questions-là ne règlent pas la question de l'estimation de la loi marginale, qui pose problème en l'occurrence dans ce qu'on fait. Première chose. Et deuxième chose, si on regarde tous les max en chaque point, tous les max annuels, en fait la carte des max annuels, donc je sais pas, de la max de l'année 2020, c'est une donnée qui n'existe pas en fait, qui n'est pas dans les données. Parce qu'on a pris le max en chaque point. Donc des fois on prend un max qui est en janvier et des fois un max qui va être en décembre de la même année. Donc c'est une observation qui n'existe pas. Donc on fait un modèle quelque part sur une donnée qui n'a pas existé. Donc la façon la plus simple de faire, c'est de regarder des dépassements de seuil. Mais du coup, on est sur des processus à dépassement de seuil spatio-temporel. Donc les modèles existent, mais pour l'instant, on est au balbutiement des... Pas balbutiement. Enfin, c'est un truc naissant, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Comment vous faites pour passer des statistiques extrêmes mensuelles aux statistiques annuelles, par exemple? Oui, alors je passais rapidement là-dessus. Je l'avais mis là, en fait, quand on regarde sur les fonctions de répartition, nous on travaille vraiment sur les fonctions de répartition, en fait on suppose que la loi des max annuels, ce sera le produit des lois des max mensuels. Donc ça fonctionne si tant est que les max mensuels sont indépendants entre eux.
Mais bon, en fait, quand on regarde sur les données, si on regarde les résidus du modèle des max, en fait, ils sont bien. On peut bien faire cette hypothèse d'indépendance ici. Ça marche bien, quoi. Merci. On a le temps encore pour une ou deux questions. Super. Plutôt. La photo de Thomas Pesquet. Oh, c'est ça. Non, c'est ça. Non, ah non. C'est ça, oui, plus ou moins ça. La précédente, par exemple. Celle-là? Oui. Oh, regardez ici. Donc, il y a un trou noir, un trou blanc, en effet, ici. Sur cette carte-là, il y a un trou blanc. Non, c'est le continent. Les continents. Donc, la Terre. Ah oui, oui. Bah, en l'occurrence, tout dépend aussi de la Terre, oui. Je veux dire que les températures dans l'océan dépendent aussi de ce qui se passe sur la Terre. Un peu. Ouais. Là, on est sur les vagues. Alors, les vagues, elles changent pas trop du continent. Par contre, là où le continent a un effet, c'est qu'effectivement, le continent va réfléchir. Par exemple, les vagues. Donc, si on voit les vagues qui viennent taper sur un mur, les vagues, elles sont réfléchies comme une onde, en fait. Donc, ouais, le continent impacte évidemment les vagues et c'est pris en compte dans le modèle, quoi. Mais ça, c'est les vagues. Ça, c'est la carte des vagues ou des températures? Alors, il y a deux variables qui sont affichées là. Il y a à gauche ici, donc c'est le HS, c'est la hauteur des vagues, donc en mètres. Et donc le CGE, c'est l'énergie, donc c'est des kilowatts par mètre linéaire de crête. Voilà. Donc qui sont utilisés par les développeurs pour estimer un peu l'énergie disponible. Mais ma question c'était, est-ce que tout ce qui se passe sur le continent n'a pas d'influence sur les vagues? Non, non. Après, si on revient sur la façon dont ces données sont construites, on a utilisé ici en entrée, on utilise des réanalyses RA5, donc un modèle climatique. Donc on utilise les vents. Ça, parce que c'est le RA5, parce que c'est les vents qui créent les vagues. Par contre, pour eux calculer les vents, ils ont besoin de la température, de la pression, voilà. Et sur Terre comme sur mer. Donc c'est un modèle global. Donc ça prend en compte évidemment tout l'état du climat, tout l'état de l'atmosphère en réanalyse. Ouais, ok. Super. Alors, Yon, je vais te faire participer. Je peux passer le micro à la personne. Bonjour et merci pour la présentation. J'ai une question, justement, quand vous travaillez sur le vent, la mer et la direction, et leur direction, le vent, les vagues et leur direction, comment vous gérez le fait que 360 degrés, c'est la même chose que 0 degré? Eh ben, il y a tout un pan de la statistique qui est consacré au stade directionnel, ouais. Ouais, et il y a plein de bouquins, il y a plein de références sur la question, qui est un truc un peu de niche, un peu particulier, mais il y a plein de résultats qui existent en fait sur vraiment la prise en compte d'une direction, comment on calcule la moyenne pour une direction et tout ça. Il y a plein de trucs super intéressants. Ouais. Et après, si la question porte vraiment sur les spleens, je passais rapidement dessus, mais j'ai mis les petits exemples ici. En fait, on peut construire des spleens qui sont cycliques pour faire du lissage. Ici, si on a l'écriture MGCV, là c'est S en mettant BS égale CC là, pour cyclic spline, cyclic cubique cyclic spline, je vais y arriver. Et on peut voir ici que la base sur laquelle on projette, et effectivement, toutes les fonctions sont cycliques ici. C'est la même valeur à gauche à droite, ce qui permet de faire en sorte que la valeur à gauche et à droite est la même, quoi. Okay. Merci. Bonjour, merci. Moi, c'est sur le concept de saisonnalité qui change dans le temps. Comment j'ai peut-être loupé, mais comment vous arrivez à savoir que c'était peut-être 10 ans et avant c'était 30 ans? Comment ça marche, votre estimation? Ouais. C'est avec une base de spleen. C'est un produit tensoriel en fait entre le temps et l'espace. Donc on projette ici, si on regarde mes fonctions, je les ai représentées ici en 2D. Donc on a pour une
faut pas que je dise de bêtises, faut que je réfléchisse bien. Ici, on a notre base, comme tout à l'heure, au mois. Et en fait, on fait le pic ici, on le fait déplacer au cours du temps. Donc, on va chercher à projeter nos paramètres sur cette base-là. Et c'est comme des splines, en fait, on cherche, si on projette sur cette base-là, on obtient des paramètres qui varient au cours du temps, mais de manière complètement lisse. En fait, ce qu'ils font généralement mes collègues plutôt des sciences de l'océan ou du climat, ils se fixent des périodes, par exemple 10 ans, 20 ans, et ils font un modèle sur les 10 ans, et par fenêtre glissante, quoi. Et ce choix de fenêtre glissante est relativement arbitraire, parce que pourquoi prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans et quand on commence? Donc là, l'approche par spline permet d'avoir un phénomène, d'observer quelque chose de continu, en fait, sans faire ce découpage par fenêtre glissante, où on a en plus des problèmes de dépendance entre les fenêtres glissantes successives. Ok, merci. Ouais. Du coup, c'est le modèle gamme. C'est un modèle gamme non stationnaire en temps, ouais. Ouais, c'est les résultats du modèle gamme. Ici, qui est un peu compliqué parce que c'est un modèle gamme avec sur mu et sigma sur le paramètre, sur les deux paramètres de la GEV, quoi. J'ai un paramètre qui est laissé constant. Mais voilà, donc c'est les résultats là. Ces cartes-là sont pas très lisibles, alors du coup, je préfère recalculer à partir de ces deux cartes-là la carte des quantiles à 99%, qui est combinée à partir des deux précédentes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Nicolas.